Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, la réunion de la Banque Centrale Européenne. Pas grand-chose à signaler. Et c'est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle. C'était un enjeu de communication avant tout pour Christine Lagarde, qui réaffirme que la BCE fera tout ce qu'il faut pour maintenir en l'état des conditions financières très accommodante pour les entreprises et les États de la zone euro. L'enveloppe du programme d'achat d'urgence pandémique sera flexible donc à cet effet. La BCE qui reconnaît par ailleurs que les risques baissiers sur l'économie évidemment augmentent au fur et à mesure que la pandémie reste mal maîtrisée, voire incontrôlée aujourd'hui. On en parlera évidemment avec nos invités de Planète Marché. Assez peu de mouvements de marché à signaler autour de la réunion de la Banque Centrale Européenne. On notera quand même le secteur de la technologie qui reste le leader encore aujourd'hui. On le voit à travers le Nasdaq positif aux États-Unis, à travers l'indice sectoriel de la technologie en Europe qui signe une des meilleures progressions aujourd'hui dans des marchés qui sont plutôt en repli après la clôture notamment pour les marchés européens. On fait le lien évidemment avec le niveau des taux longs. Le 10 ans américain a touché un pic la semaine dernière à 1,18. Depuis, les choses se sont un peu détendues. On se stabilise autour de 1,10% pour le 10 ans américain ce soir. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, vous le savez, on parlera comme chaque mois de finances solidaires. L'économie sociale et solidaire a besoin de financement. Et c'est Frédéric Villot qui sera avec nous, le fondateur de Mediatico, en direct à partir de 19h15 ce soir sur Bismart. Les infos clés du jour sur les marchés, des marchés européens qui ont légèrement reculé sous les 5600 points pour le CAC 40, 5590 points ce soir en baisse de 0,67%, une baisse un peu moins marquée pour le DAX à Francfort ou encore pour l'Eurostoxx au sens large. Le résumé complet du jour, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge pour le CAC 40 ce soir. L'indice parisien perd 0,67% à 5590 points. Le discours de Christine Lagarde attendu par les investisseurs n'aura pas eu d'effet positif sur la tendance. L'ouverture de Wall Street non plus, alors que le Dow Jones et le S&P 500 hésitent à la clôture parisienne après une ouverture dans le vert. En ce qui concerne la BCE, celle-ci a annoncé sans surprise qu'elle gardait sa politique monétaire inchangée. Celle-ci a confirmé dans son communiqué l'orientation très accommodante de sa politique monétaire, tout en se déclarant prête à agir de nouveau en cas de besoin. Les taux restent donc au même niveau pour le moment. Christine Lagarde n'a pas apporté beaucoup plus de précision sur les perspectives de la zone euro de son côté par rapport à ses déclarations de la semaine dernière. La semaine dernière, elle estimait que si les mesures de restriction étaient levées d'ici fin mars, l'objectif de croissance de 3,9% du PIB de la zone euro restait plausible. Cet après-midi, la présidente de la BCE a estimé que l'économie de la BCE devrait s'être contractée au quatrième trimestre et vraisemblablement au premier trimestre 2021 à cause des mesures de confinement. Les derniers indicateurs de la BCE restent cependant conformes aux projections de l'institution selon Christine Lagarde. Christine Lagarde qui a également annoncé suivre de près les taux de change, estimant qu'une appréciation trop forte de l'euro pouvait être un frein pour l'inflation. Inflation qui devrait rester faible pour le moment selon la présidente de la BCE. Au-delà de cette prise de parole, les investisseurs ont pu suivre cet après-midi le léger recul des chiffres du chômage aux États-Unis cette semaine. Ceci diminue de 26 000 inscriptions pour tomber à 900 000, là où les estimations attendaient plutôt 935 000. États-Unis, toujours, l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie bondit de 9,1 points en décembre à 26,5 points au mois de janvier. Les mises en chantier de logements ont progressé de leur côté de 5,8% au mois de décembre, alors que le marché attendait un peu moins de 1%. Du côté des valeurs à présent à la bourse de Paris, Getlink publie un chiffre d'affaires en recul de 24% en 2020 à 816 millions d'euros. Un recul en lien direct avec les mesures de restriction entre la France et le Royaume-Uni et donc la chute du nombre de passagers qui prennent l'Eurostar notamment, mais aussi chute de l'activité navette de Getlink qui a vu le transport de voitures ou encore de camions sur navette ferroviaire diminuer de 17%. Getlink qui perd environ 3% à la clôture ce soir. Soitec
maintient de son côté ses objectifs financiers pour son exercice décalé 2020-2021 suite au rebond de 15% de ses ventes au troisième trimestre. Soitec qui gagne un peu plus de 0,6% ce soir, tandis que Renault progresse et gagne un peu plus de 1,25% alors que Jefferies passe de sous-performance à conserver sur le titre avec un objectif de cours à 37 €. Jefferies qui estime que les objectifs du plan de redressement du groupe nommé Renaulution sont suffisamment sains et bas pour être dépassés. On notera que Renault a d'ailleurs fait part de discussions avec plusieurs partenaires en vue de construire une usine de batteries pour équiper ses voitures électriques. Une annonce qui relègue au second plan un éventuel partenariat avec Stellantis sur le sujet, comme cela avait été évoqué il y a quelques mois. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance des indices PMI manufacturiers en Europe ainsi qu'au Japon. Les investisseurs prendront également connaissance des ventes au détail pour le mois de décembre au Royaume-Uni. Côté entreprise, ils découvriront les résultats trimestriels d'IBM et d'Intel qui seront publiés ce soir après la clôture de Wall Street, puis ceux de Schlumberger demain. En France, Rémi Cointreau fera le point sur son chiffre d'affaires trimestriel. Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Marc Riez nous accompagne ce soir, directeur général de Vega IM. Bonsoir et bienvenue Marc. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Régis Béguet, le directeur de la gestion action de Lazard Frères Gestion. Bonsoir Régis. Bonsoir. Bienvenue. Grégoire. Et nous accueillons également à distance François Collet, gérant obligataire chez DNCA Investments. Bonsoir et bienvenue François. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Je commence derrière avec vous François. Vous êtes le gérant obligataire ce soir autour de la table avec bien sûr l'actualité aujourd'hui qui était marquée par la réunion de la Banque Centrale Européenne et la conférence de presse de Christine Lagarde, statu quo sur la politique monétaire en zone euro. La conférence de presse, j'en ai suivi une partie, était très ennuyeuse. François, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui, bonjour Grégoire. Effectivement, je pense que la BCE navigue à vue aujourd'hui parce qu'on est dans une situation où c'est la situation sanitaire qui est le driver des chiffres économiques qui vont tomber au cours des prochains mois. On a une course entre les variants et le vaccin, si on peut dire, et qu'il est difficile encore aujourd'hui de savoir quand est-ce qu'on sortira de ces mesures de confinement. Et c'est un élément clé pour faire les prévisions de croissance pour cette année. Donc le maître mot de la réunion, ça a été la flexibilité. Un petit changement quand même à noter qui a son intérêt, c'est le fait que la flexibilité aujourd'hui du programme d'achat le PEPP, qui est le programme principal d'achat de la Banque Centrale Européenne, est annoncé comme symétrique, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les faucons ont eu voix au chapitre. Cette fois-ci, et c'est un petit changement qui permet de penser que le jour où les statistiques économiques s'amélioreront significativement, eh bien on aura possiblement une sortie de la part de la BCE de sa politique ultra accommodante qui pourrait être un petit peu plus rapide que ce qui est anticipé par le marché actuellement, et il y a pas mal de conséquences sur beaucoup de classes d'actifs, puisque beaucoup de classes d'actifs reposent sur le soutien de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait venir plus vite que prévu, François ? On sait d'ores et déjà, avec des effets de base, des effets saisonniers, des effets techniques sur l'inflation, que les prochains chiffres d'inflation, le 3 février, on aura la première estimation de l'inflation en zone euro, que les chiffres d'inflation sous-jacente vont être beaucoup plus forts que les précédents. Est-ce que déjà ce bruit peut être un bruit perturbateur pour le marché, François ? Alors, pour le marché, oui. Je pense. Pour la BCE, ça me paraît difficile. La BCE a bien ses chiffres en tête, ses biais statistiques qui sont liés à la baisse de TVA qui a été transitoire en Allemagne, à la nouvelle taxe carbone également en Allemagne, aux effets de base sur les prix du pétrole. La BCE a bien cela en tête. Ce qu'elle cherchera à faire, c'est à réagir sur des chiffres d'inflation dans leur tendance. Donc elle ne réagira pas à un chiffre ou deux chiffres d'inflation, il faudra un petit peu plus de temps à ça. Mais le marché est là pour anticiper, et le marché pourra effectivement assez rapidement, si on devait avoir une surprise positive sur ces chiffres d'inflation,
notamment un chiffre d'inflation sous-jacente qui pourrait potentiellement dépasser les 1%. Je le rappelle, on est à 0,2% aujourd'hui. Ça pourrait effectivement avoir des implications sur l'ensemble des classes d'actifs en zone euro aujourd'hui. Effectivement, ça va être intéressant de voir comment est-ce que les analystes et le marché interpréteront ces chiffres d'inflation qui vont venir et qui seront forcément gonflés par ces effets techniques. Ce sera un peu la foire aux interprétations. Sur les politiques monétaires, sur la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce que vous retenez des derniers discours et celui du jour de Christine Lagarde, Marc ? Alors moi, j'en attendais rien de très positif, à vrai dire, puisqu'elle a déjà, il n'y a pas très longtemps, annoncé une énorme relance. On s'en souvient, c'était mi-décembre, 500 milliards de plus, 9 mois de plus. Donc elle avait, à ce moment-là, il y a peu de temps, fait beaucoup. Donc elle ne pouvait pas faire beaucoup plus là. Mais je trouve que par contre, l'idée de dire déjà, après seulement un mois où elle annonce ces mesures très facilitatrices, que peut-être, si ce n'est pas nécessaire, l'ensemble de ces sommes ne seront pas utilisées, ça me paraît être une énorme maladresse. C'est très très tôt après l'annonce pour déjà dire que ce plan, qui a été calibré normalement il y a un mois, aurait déjà été surcalibré. Alors que ce qui s'est passé depuis un mois sur la pandémie en Europe, au contraire, c'est plutôt dans le sens d'une aggravation avec ce variant anglais dont on a découvert un peu la contagiosité plus tard, ce sujet sur le vaccin est-il efficace sur les variants brésiliens, sud-africains, etc. Je trouve que c'est très bizarre. Déjà, alors c'est complètement politique. Alors voilà, comment vous expliquez, c'est ce que disait François, c'est cette symétrie du programme d'achat. On peut l'augmenter s'il faut pour maintenir les conditions financières. Ça, déjà dit, mais si les conditions financières n'ont pas besoin de tous nos achats pour être maintenus très accommodantes en l'état, on n'ira pas au bout. Alors d'abord, on se doute bien qu'une fois qu'on a annoncé un programme comme ça, bien sûr qu'elle va aller jusqu'au bout, parce que on la voit mal s'arrêter au milieu des 1250 milliards. Bon, ça paraîtrait très improbable. Donc déjà, elle ne le fera pas. Mais par contre, pour les marchés, et c'est vrai que dans ce contexte que vous avez très justement décrit, Grégoire, où il y a quand même la question de l'inflation qui revient sur les marchés, on peut croire ou ne pas croire à cette inflation qui va revenir. Je vais plutôt transitoire ou durable, oui, bien sûr. Pas tellement. N'empêche que on l'a vu sur les chiffres américains, par exemple, de janvier, de décembre d'ailleurs, le prix de l'essence qui a rebondi de 8,4% à la pompe et qui a provoqué une inflation aux États-Unis de 0,4 au lieu de 0,2. C'est vraiment pas le moment d'aller mettre de l'essence sur le feu, si j'ose dire. Et aux États-Unis, la première semaine de l'année a été marquée par un débat intense sur l'idée du tapering, de la réduction progressive du programme d'achat aux États-Unis. Donc, pour l'Europe, les hostilités sont lancées. Là. Oui, et pour l'Europe, c'est beaucoup trop tôt de parler déjà de tapering, alors qu'on est encore en train de plonger. Bon, petite maladresse, j'ai pas l'impression que les marchés lui aient beaucoup tenu rigueur de cette symétrie du programme d'achat. Les marchés connaissent son habileté à gérer les susceptibilité allemandes, et donc voilà. Bon, mais c'est ça, là, les faucons, on voit au chapitre aujourd'hui au sein de la Banque Centrale Européenne. Exactement. C'est vraiment le sentiment que ça donne. Régis, sur les politiques monétaires. Et puis l'idée, élargissons aussi le sujet à la question du policy mix dans son ensemble. On a d'un côté Janet Yellen qui nous dit « act big ». Il faut faire les choses en grand sur le plan budgétaire aujourd'hui, avec des taux qui vont rester structurellement faibles. Et à l'inverse, le ministre délégué aux comptes publics en France aujourd'hui, dans les Échos, qui nous dit « 2021 doit marquer la fin, la limite du quoi qu'il en coûte budgétaire ». Oui. Alors, quand même deux histoires différentes là. Il dit 2021. On est encore au premier jour de l'année. Le 20 janvier. On est le 20 janvier aujourd'hui. À peu près 21, je crois. 21. Donc, c'est-à-dire que se placer dans la perspective de se dire au 31 décembre, donc dans un an d'ici, éventuellement, on aura réouvert une partie de l'économie. C'est pas une image quand même d'une force incroyable. C'est peut-être encore assez spéculatif, mais on peut raisonnablement l'espérer. Donc, j'ai même tendance à penser que ça vous rassure d'entendre ce genre de discours, Régis, non ? Oui, alors à l'inverse d'ailleurs, c'est ce qui est très intéressant. Moi, ça me rassure sur un plan personnel, mais à l'inverse, les marchés, pas tant que ça. Non.
parce que les marchés se sont mis dans une situation, on en parlait déjà avant le Covid, on parlait déjà de la cocaïne de la BCE, eh bien là on a doublé la dose. Et là il y a maintenant une addiction du marché aux banques centrales. Et cette addiction du marché aux banques centrales, et les banques centrales, elles-mêmes sont liées aux politiques de confinement. Donc, de manière assez paradoxale et presque un peu perverse, il faut bien le dire, le marché s'est mis à aimer le confinement, plus de BCE, plus de liquidité, plus de hausse des marchés, ça marche pour etc. le premier confinement, pour le deuxième, ça marche encore pour le troisième, pour le quatrième, si jamais. Alors, évidemment, tout ça est associé à des déficits publics majeurs. Ces déficits publics majeurs ne posent pas de problème puisqu'ils sont eux-mêmes financés par les politiques monétaires accommodantes. La boucle fonctionne parfaitement jusqu'à ce que, un jour, l'inflation viennent mettre un grain de sable dans ce rouage désormais parfaitement huilé. Et c'est pourquoi je ne pense pas que Madame Lagarde avait beaucoup de surprises à proposer dans sa besace aujourd'hui, à part effectivement un petit peu de tapering. Enfin, on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore là. Mais enfin, l'idée qu'on pourrait ne pas déployer toute l'enveloppe s'il n'y avait pas besoin de le faire. Voilà, on va arrêter ça. Mais ce qui l'arrêtera de fait, c'est beaucoup plus l'inflation, probablement, que même l'hypothèse d'un déconfinement, parce qu'à supposer qu'on rouvre tout très très vite et que l'économie se remette à fonctionner, d'accord, les déficits accumulés, ils sont toujours là. Ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. On ne va pas se retrouver en excédent budgétaire tout d'un coup au mois de juillet, si vous voulez. Donc on aura toujours besoin de la politique accommodante et de la Banque centrale et de la Fed. Moi, ce que je trouve frappant, Grégoire, c'est la différence d'attitude entre ce ministre français qui parle déjà de ça, alors que vraiment on est encore en plein milieu du gué, par rapport à une Janet Yellen qui, elle, dit... C'est le moment maintenant de ne pas se poser de questions, de dépenser, de voler au secours de l'économie. Et la question de la dette, on verra après, quand l'économie repartira. Et ça me paraît vraiment être la bonne approche. Parce que si vous voulez aujourd'hui dire ça n'aide vraiment personne. La Fed, elle vise clairement la surchauffe, hein, c'est sûr. Oui, mais au moins là-bas, on voit une économie qui, l'année dernière, a fait moins 3,5, alors que l'économie française a fait moins 10. Où ils ont des perspectives de rebond supérieures à la nôtre dès cette année, et on a un ministre qui nous parle déjà de faire des économies. Non mais on n'en est pas là du tout. Le jour où la situation sera normalisée, hein. Enfin, je ne veux pas dénaturer les propos d'Olivier Dussopt. Mais c'est l'espoir qu'on a quand même d'une réouverture des économies d'ici la fin de l'année. Oui, comme vous dites. Si 2021 est l'année de la sortie de crise, voilà ce que dit Olivier Dussopt, il faudra que ce soit aussi l'année qui marquera la fin du quoi qu'il en coûte. Et même de ce point de vue-là, la doctrine a changé. François Collet, vos commentaires, vos remarques sur ce débat autour du policy mix, comment est-ce que vous le voyez évoluer au cours de cette année ? Est-ce que vous retenez plutôt le act big de Janet Yellen ou l'idée française, enfin c'est l'exemple du jour, hein, l'idée française aujourd'hui, qu'il va falloir quand même à un moment mettre une limite à tout ça et que ce sera peut-être dans les prochains mois ? Je pense que effectivement les Américains ont fait beaucoup plus que les Européens. Les déclarations qu'on a pu avoir ces 2 derniers jours nous montrent que ça risque d'être le cas encore en 2021. Oui, aux États-Unis, on va vers cette nouvelle doctrine. Et effectivement, comme le disait Régis, la limite à ça, c'est l'inflation. J'aurais plutôt tendance à penser qu'elle finira par arriver parce que bien sûr que financer des dettes à coût zéro pour faire des chèques aux ménages, comme ce qui est fait aux États-Unis. On pourra parler du plan Biden peut-être tout à l'heure, mais c'est encore 1400 $ par personne de chèques aux ménages américains qui vont être sans doute déboursés au mois de février, au mois de mars, après les 600 $ qui ont été déboursés au mois de décembre et les 1200 $ de l'année dernière. Donc ça commence à faire des montants significatifs. Si ça n'a aucun effet sur l'inflation, si ça n'a aucun effet sur les taux d'intérêt, pourquoi pas encore doubler ces montants, tripler ou aller encore plus loin et puis les rendre mensuels. Il est évident que ça peut pas. Il y a bien un moment où le raisonnement va coincer. Donc
Je pense que oui, la limite de ce raisonnement, ce sera l'inflation. Je pense qu'elle arrivera plus vite aux États-Unis qu'en Europe, puisque en Europe, on est bien plus frileux en ce qui concerne les déficits budgétaires. On a ce carcan des règles de Maastricht qu'on s'est auto-imposées. On a les pays frugaux qui ne veulent pas aller trop loin en termes de déficit public. Donc oui, je pense qu'on ira bien moins loin en Europe qu'aux États-Unis et que ça viendra par l'inflation et qu'elle sera d'abord présente aux États-Unis et qu'on suivra avec quelques trimestres, voire quelques années de retard en Europe. Bon, et sur le plan Biden, qu'est-ce que vous retenez, François ? Et c'est vrai que le marketing politique, notamment, qui était affiché par Janet Yellen, c'est de dire ce plan, 1900 milliards, on verra ce qui passe au Congrès, mais l'idée de ce plan, c'est quand même de redresser Main Street plutôt que Wall Street, qui n'a pas besoin d'être redressé. Au moment où on se parle, les marchés américains sont sur des niveaux records. C'est juste du marketing politique ou c'est vraiment une idée importante pour les investisseurs à avoir en tête que oui, ce plan, c'est d'abord pour l'économie réelle et peut-être que le marché en profitera moins que ce qu'on imagine. Alors, le plan Biden, c'est une excellente nouvelle pour l'économie chinoise. C'est-à-dire que ce plan Biden, ce sont des cadeaux qui sont faits principalement aux ménages, aux États américains également. Et donc, ça va faire quoi ? Ça va pousser encore les ménages américains à consommer un peu plus. Il y a peu de transferts qui sont faits auprès des entreprises. Donc ça va être plus de consommation de la part des ménages américains qui vont encore une fois consommer sans doute des biens chinois comme ils l'ont fait l'année dernière. Et on va avoir encore un déficit commercial américain se creuser vers des niveaux records, une balance commerciale chinoise faire de nouveaux records en termes d'excédents. Et donc c'est effectivement... oui, je suis d'accord avec vous sur le fait de dire que c'est plus tourné vers Main Street que Wall Street, mais encore une fois, c'est très politique. Je retiendrai surtout qu'il est tourné vers les ménages plus que vers les entreprises, donc plus du côté de la demande que de l'offre, et l'offre, elle vient plutôt du côté asiatique que du côté des entreprises américaines. C'est intéressant, c'est vrai que ça remet en perspective le 2% plus de croissance de la Chine cette année, et puis les 8-9% qu'on attend pour l'économie chinoise l'an prochain. Merci au plan de relance de Joe Biden, alors. Non, mais c'est très intéressant comme manière de prendre les choses, parce que derrière, l'administration Biden, elle va essayer quand même de continuer le bras de fer avec la Chine. Oui, mais il y a quand même une prise de conscience, je trouve, aux États-Unis, du fait qu'il y a cette montée en puissance de la Chine et qu'il faut quand même relancer l'économie américaine si on ne veut pas que la Chine rejoigne le niveau des États-Unis trop vite. Je trouve que cette prise de conscience, on l'a beaucoup moins en Europe, où effectivement on gère nos déficits budgétaires, c'est très bien, etc. Mais finalement, qu'est-ce que ça va faire ? D'abord, ça va faire baisser le dollar par rapport à l'euro, donc ça ne va pas nous aider du tout. Et puis, quand même si effectivement une partie de cet argent qui est donné aux ménages américains va partir dans pour les usines chinoises, c'est tout à fait certain. Mais on voit bien que si on veut relancer l'économie américaine, il n'y a pas 100 autres moyens quand même. Et en fait, moi, je trouve que ce plan... Bon, je m'attendais pas à ce que le plan soit aussi en faveur des ménages et qu'il n'y ait que quelques dizaines de milliards seulement vis-à-vis des entreprises. Je pense que ce qu'il va vraiment falloir regarder, ça va être le plan sur les infrastructures et les investissements dans les énergies renouvelables, où là, ce sera effectivement plus bénéfique aux entreprises américaines parce que c'est du travail sur place, voilà. Là, effectivement, booster la consommation, ça ne va pas aider les entreprises tellement américaines. Après, il faut raison de garder. Là, on parle de $1 400 par Américain. C'est pas non plus... voilà. Le revenu moyen des ménages américains, c'est $63 000 par an. Il faut garder ça en tête. Donc, c'est un montant qui n'est pas négligeable, certes. Mais c'est 2,5% de leur revenu annuel. Ça vient en plus de ce qui a déjà été distribué, qui a pu s'accumuler en épargne aussi. Pour les bas revenus, c'est beaucoup. Pour les plus bas revenus. Pour les bas revenus, c'est très sensible. Qu'est-ce que vous retenez des premières heures de Biden installé, de son administration, de sa méthode, de la manière de faire, des signaux qu'il envoie, politiques ou économiques ? Pas énormément de surprises à court terme, puisque tout
tout était à peu près écrit. C'est beaucoup d'argent, puisque c'est 1800 milliards qui se rajoutent à 900 milliards. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Et puis un nouveau plan, effectivement, à venir, plutôt dans la deuxième partie de l'année, probablement, sur les infrastructures. C'est pas un mirage, ce plan, parce que le plan infra, chaque président américain, tous les 4 ans, doit le promettre. Mais Obama, avant lui, puisqu'on était en 2008, c'était la crise. Donc etc. je ne sais pas quelle est la réalité in fine de ces grands plans infrastructures. Non, mais cette fois, c'est pas juste un mirage. Non, je crois pas. Non, ils sont dans cette optique-là. Ouais. Et donc, non, ce que ça peut faire, par contre, le fait de relancer la consommation par rapport à la bourse, donc plus Main Street que Wall Street, c'est éventuellement entraîner une petite rotation sectorielle dans le marché vers les valeurs de l'économie dite traditionnelle, un peu au détriment des valeurs dites du numérique, qui ont été extrêmement portées par l'afflux de liquidités, tandis que si le consommateur américain, évidemment, il va consommer il va consommer des produits chinois aussi, mais il peut aussi animer l'économie américaine réelle, l'automobile, la distribution, l'agroalimentaire, les soins, que sais-je, et les soins également. Et donc c'est plutôt de cette manière-là que vous avez envie d'être exposé à la thématique américaine. Ça peut pousser encore ce phénomène qui s'est enclenché maintenant depuis le mois de novembre, avec quelques petites interruptions. Il n'est pas net encore. Il a été très net au mois de novembre. Cette rotation, elle l'est moins en décembre et janvier, mais enfin elle se poursuit quand même gentiment, et ça peut être un amplificateur de cette rotation. Tous les moyens qu'on met dans la relance économique, tout n'est pas encore dans les prix. Tout n'est pas dans les prix des actions, vous voulez dire ? Oui, dans les prix, les cours boursiers. Non, dans les prix des actions, pas du tout. La rotation, elle a été à peine entamée sur des points historiques qui étaient extrêmement bas, qui étaient, on l'a dit souvent, poussés évidemment par le fait que les taux soient zéro. Et ça, c'est un phénomène qui va rester. En revanche, l'économie réelle, elle-même, elle peut réémerger au sein de la cote, encore une fois, au détriment des valeurs très tech, très digitales ou très hype, dont la valorisation est quand même devenue assez spéculative pour certaines d'entre elles. Qu'est-ce qui vous inspire à ce stade sur le thème américain chez Vega IM? Marc, vous êtes une maison de croissance, et quand on est sur le marché action, la croissance, c'est quand même naturel, on va dire. C'est clair. Mais est-ce que vous avez un peu infléchi vos positions? Qu'est-ce qui vous aspire le plus aujourd'hui? Oui, là, clairement, si notre positionnement croissance nous a énormément servi en 2020, en particulier dans la crise, etc. Mais après, on ne peut pas s'endormir là-dessus. C'est clair qu'on accompagne cette rotation. Alors, on va pas devenir comme nos amis de chez DNCA, des gérants value du jour au lendemain, bien sûr. Mais en revanche, on est parti sur des choses plus cycliques qu'autrefois. L'automobile, les loisirs, les matières premières, voilà, donc des choses quand même qui... Voilà, les semis. On a parlé tout à l'heure brièvement de Soitec, mais c'est tous ces secteurs beaucoup plus cycliques qui jouent la fin de la pandémie, la reprise, etc., sur lesquels aujourd'hui il nous semble y avoir beaucoup plus de potentiel. Et sur cette tout n'est pas dans les cours encore sur cette partie-là du marché. Oui, parce qu'il me semble que la partie rotation value à laquelle on a assisté début novembre, c'était vraiment les rachats de short. J'ai pas l'impression que c'était vraiment nous, la les conviction, investisseurs. quoi. Voilà, c'était vraiment des gens qui étaient des paniers, des paniers où ça se rachetait très massivement. D'ailleurs, ça s'est fait extrêmement vite pour le coup. Et nous, gérants, on n'a pas nécessairement eu le temps de rentrer là-dedans. Donc, je pense qu'effectivement, il y a encore du chemin à faire sur ce domaine-là. Oui, c'est pas encore dans les cours. François, si on regarde avec vous, alors le marché obligataire américain, évidemment, si on parle du thème américain, on a parlé de votre conviction sur l'inflation qui reviendra plus vite que prévu aux États-Unis en premier lieu. Concrètement, sur le 10 ans américain, on a vu 1,18, je crois, la semaine dernière. Est-ce que c'est juste une première étape? Techniquement, là, qu'est-ce que vous regardez comme type de niveau sur les taux américains ou sur la courbe américaine, François? Quelle peut être l'ampleur quand même du mouvement encore devant nous? Je pense que le mouvement a de la place encore, dans le sens où ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est que la hausse des taux américains, c'est uniquement une hausse des anticipations d'inflation. Ce qui veut dire que les taux réels sont encore plus bas que ce qu'ils n'étaient en début d'année.
ce qui est une des explications du pourquoi le marché américain tient très bien. Et la bourse tient bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restrictions sur des taux réels plus élevés qui pourraient être un frein au marché actions. Il y a un niveau quand même où ça finira par coincer, c'est-à-dire que les points morts d'inflation américains aujourd'hui, ils sont un petit peu au-dessus de 2,10%. Légèrement au-dessus de l'objectif de la Fed. Si ça va plus haut, il y a un moment où le marché commencera à anticiper des restrictions monétaires de la part de la Fed. Et à ce moment-là, on aura des taux réels qui remonteront. Donc, je suis assez d'accord avec ce que dit Marc, c'est qu'on a finalement, il faut pas s'endormir sur la partie de la cote, sur la partie croissance aux États-Unis. Même si c'est vrai que c'est des entreprises qui ont de la croissance et c'est la croissance qui fait le marché action. Et je pense qu'une manière de couvrir un portefeuille aujourd'hui sur le marché action, notamment aux États-Unis, c'est d'acheter ces anticipations d'inflation parce que le risque aujourd'hui sur les marchés actions, ce n'est pas une rechute de l'activité et une troisième ou une quatrième vague, c'est un risque de surchauffe et un risque de surchauffe inflationniste qui ferait remonter les taux. Moins d'accommodation des banques centrales. Et donc, je pense qu'il est intéressant aujourd'hui d'acheter ces anticipations d'inflation, de se protéger contre la remontée des taux pour couvrir un portefeuille action. Un petit peu l'inverse de ce qu'on voyait précédemment sur les années précédentes, où on couvrait des portefeuilles en action en achetant des emprunts d'État. Aujourd'hui, c'est sans doute le mouvement inverse qu'il faut faire. Est-ce que ce thème de l'inflation, on le retrouve ailleurs dans le monde, François ? Est-ce qu'en dehors des États-Unis, il y a d'autres endroits dans le monde où vous avez envie d'être exposé à cette idée-là ? Les pays émergents. Vont subir un retour de l'inflation assez rapide, notamment dû au fait que les prix des matières premières agricoles flambent assez fortement maintenant depuis 6 mois et que l'impact, le poids de l'alimentaire est beaucoup plus important pour ces pays. Sinon, en Europe, bien sûr, l'inflation sera plus lente à revenir. Si je regarde les pays asiatiques, qui est une zone qu'on suit de très près et sur laquelle on est investi aujourd'hui, la force de leur devise devrait les protéger contre une résurgence de l'inflation. Donc je dirais les pays émergents, beaucoup d'économies émergentes, mais dans les pays développés, c'est principalement par les États-Unis que ça viendra. Régis Béguet, je voulais qu'on fasse un petit point quand même santé. C'est un des secteurs que vous aimez, que vous affectionnez particulièrement. En tout cas, vous aimez analyser effectivement ce secteur de la santé. Non, l'idée c'était quelques semaines après les premiers vaccins. Quels sont un peu les premiers retours là ? Comment vous suivez à la fois l'évolution de la pandémie, des variants, et puis l'évolution du processus de vaccination ? Alors, plutôt un petit peu décevant dans les premières campagnes de vaccination, en particulier en Israël, où finalement le taux de protection qui était offert par la première injection du vaccin en Israël, ils ont vacciné une très grande partie de la population, près de 30%. Le taux de protection semble inférieur à ce qui avait été analysé dans l'essai de Pfizer-BioNTech. Pour l'instant, c'est très... Sur la première dose. Le protocole recommande une seconde dose dans les 4-5 semaines, c'est ça ? 3 semaines après. Donc, pour l'instant, c'est juste sur la première dose et la posologie, c'est bien 2 doses. Les Anglais sont partis sur une seule dose également dans un premier temps, avec une deuxième dose très retardée par rapport au protocole qui avait été suivi pendant l'étude. C'est une politique un peu surprenante quand même. UK, ils ont décidé de massifier, d'optimiser le nombre de gens qui seraient vaccinés, quitte à ce qu'ils ne soient vaccinés qu'avec une seule dose. Et puis par ailleurs, en France, on voit qu'il y a des difficultés d'acheminement, de retard, etc. Donc, pour l'instant, par rapport, disons, aux nouvelles flamboyantes du 9 novembre de Pfizer-BioNTech, avec son plus de 90%, qui est suivi par Moderna, quelques jours plus tard, plus de 95%, et puis Pfizer qui revient en disant « mais nous aussi 95%». Par rapport donc à ces résultats qui paraissaient quand même vraiment, vraiment spectaculaires, on est quand même plutôt un petit peu dans la déception à l'heure actuelle. Comme je l'ai dit, ça n'affecte pas trop
les marchés qui se disent, au fond, c'est très bien, on aura d'autant plus de soutien des banques centrales. Mais c'est vrai que c'est plutôt un petit peu décevant. Il y aura un news flow très intéressant cette année, dans ce premier semestre, sur lequel, dont on parle assez peu, mais qui sont le news flow sur Regeneron, le double anticorps monoclonal de Regeneron, et celui d'AstraZeneca qui s'appelle AZD 7442. Ce sont deux thérapies dont l'une a été rendue célèbre par Donald Trump, puisqu'il a parlé de ce traitement. Alors, Donald Trump, à lui seul, ne fait pas un essai randomisé, mais en tout cas, voilà, c'était un signe. Si jamais ces deux produits dont le fonctionnement est semblable là, on parle de traitement et de prophylaxie. C'est-à-dire que ce sont des produits qui permettent de traiter le Covid, puisqu'en fait, ils imitent les anticorps du naturel, donc ils permettent d'éliminer le virus potentiellement, et également ils offriraient une protection de 12 mois. Et c'est très intéressant. Il ne faut pas oublier cette partie-là quand même de la lutte contre le virus. Une prophylaxie de 12 mois, qui ne serait pas une vaccination, mais une prophylaxie de 12 mois. Et c'est très très intéressant parce qu'il s'adresserait en particulier aux personnes qui sont immunodéprimées, et donc précisément les personnes qui risquent de développer une forme grave, etc. Donc on parle assez peu de ces deux produits, mais puisque vous me posez la question, j'en profite pour en parler. Après, on est en phase 3, on aura des résultats de phase 3 dans le courant du premier semestre, donc on ignore pour l'instant, mais les résultats de phase 2 étaient très prometteurs. Non, mais ma question étant, est-ce qu'on est toujours dans l'idée qu'on va sortir de cette pandémie au cours de cette année ? On n'est peut-être pas à un mois près. Un trimestre, déjà, ça peut être un peu plus compliqué. S'il faut tirer une croix sur le premier trimestre, sur le deuxième trimestre ensuite, ça laisse plus beaucoup de temps pour tenir le calendrier que les marchés ont en tête aujourd'hui. Tout le sujet, c'est le timing en fait, maintenant. C'est-à-dire qu'on va être tributaire, effectivement, de la rapidité avec laquelle tout ça va se normaliser. Ce qu'on voit sur les dernières semaines quand même, c'est que pour l'instant, c'est pas si rassurant que ça. Notamment les interrogations sur l'efficacité des vaccins sur les souches, notamment sud-africaines, brésiliennes et tout ça, c'est quand même pas, c'est pas gagné. Ça remet du risque dans le scénario sanitaire. Voilà, et puis surtout, ça déplace encore le moment où on sera sorti de ça, si on n'en sort jamais complètement. Donc c'est vrai que c'est pas gagné. Au milieu de tout ça, que disent les entreprises ? On est au tout début de la saison de publication de résultats, mais je veux dire, là aussi c'est pareil. On a anticipé un fort rebond des bénéfices par action cette année. Bon, encore une fois, si on prend du retard sur le plan sanitaire, est-ce que ces objectifs sont tenables ? C'est très rare que les messages qui alimentent les marchés viennent vraiment des entreprises elles-mêmes. Souvenez-vous, début septembre 2008, elles disaient encore on ne voit pas de crise venir, ça n'a jamais si bien marché, etc. Les entreprises, en général, elles sont là, elles constatent au quotidien ce qui se passe. Voilà, c'est pas tellement sur ce qu'elles nous disent qu'on peut imaginer prendre nos positions. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a quand même des secteurs qui marchent extrêmement bien. Exemple. Pour moi, c'est vraiment les semi-conducteurs, avec les résultats d'ASML, ces segments-là, qui sont quand même très prédictifs quand même en général de la tendance. Les matières premières également, où on voit qu'il y a cette remontée très forte. Ça, c'est quand même des indicateurs que le marché se projette. Et que la réalité, il y a quand même beaucoup d'indicateurs d'une économie qui, hors les secteurs qui sont fermés, malheureusement se porte quand même très bien. L'automobile, il y a des signaux extrêmement positifs. Il y a des pénuries de semi-conducteurs dans l'automobile parce qu'on n'arrive pas à faire face à la demande de production. On a eu, dans tout ce qui concerne le bâtiment, la décoration, la rénovation, etc., des chiffres très bons, des propos très enthousiastes. Construction aux États-Unis, de Saint-Gobain, ASML effectivement aujourd'hui dans les semi-conducteurs. Il y a quand même un certain enthousiasme à l'échelle mondiale. Il ne faut pas oublier non plus qu'on voit ça depuis
un pays qui est semi-confiné, mais qu'une grande partie du monde, une très grande partie du monde ne l'est pas, et a des économies qui se portent bien, et même de mieux en mieux, et une très grande partie du monde aussi, qui n'a même pas vu d'épidémie jusqu'à présent, à savoir toute l'Asie, ou quasiment toute l'Asie. Il n'y a pas eu d'épidémie en Asie. Alors, est-ce que c'est le hasard de la génétique ou la qualité des politiques publiques ou le climat? Enfin bon, il y a beaucoup de mystères à ce sujet-là. Mais en tout état de cause, voilà, il y a un biais de proximité, si vous voulez, quand on regarde la bourse depuis chez nous, dans la situation où nous sommes, il y a une déconnexion entre les parcours boursiers et puis et même les résultats des entreprises, puisque nous, on vit au quotidien. Mais il faut pas oublier que ce sont des entreprises, pour la plupart, qui ont une sensibilité mondiale. Oui. Quelques messages envoyés par des enseignes de luxe. On aura LVMH, je crois, la semaine prochaine, mais Burberry, Richemont, déjà, ont publié. C'est sûr que la Chine, l'Asie, en termes de demande, ça a l'air d'être en ébullition. Sur le luxe, effectivement, là, les commentaires de Burberry aujourd'hui étaient vraiment très, très encourageants. Et ce qu'on voit effectivement, LVMH, on l'a vu. Alors après, c'est vrai qu'on arrive quand même à des niveaux de valo qui sont un peu plus tendus sur le luxe. Nous, on est de grands amateurs du luxe, les gars. C'est vrai que... C'est toujours au plus haut. LVMH, Hermès, c'est toujours au plus haut. Moi, ça fait à peu près 10 ans qu'on me dit « mais tu achètes encore du Hermès à ce prix-là, mais c'est hors de prix, etc. » Bon, hors de prix ou pas, c'est toujours... Oui, ça reste sur 10 ans, ça reste un track record inégalé. François, il nous reste quelques minutes. Je voulais peut-être qu'on dise un mot de l'Italie avec vous. Parce que finalement, on a connu... Alors, l'Italie connaît des crises politiques et gouvernementales à répétition. Je ne sais plus à combien de dizaines de gouvernements on en est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pour l'Italie. Mais la petite crise gouvernementale qu'on a eue, finalement, a fait très peu de remous sur les marchés. Est-ce que ça veut dire que ce n'était pas une vraie crise gouvernementale en Italie, ou est-ce que ça veut dire que les marchés, alors là, pour le coup, je reprends le terme, sont totalement anesthésiés par la Banque Centrale Européenne? Je pense que vous avez cité les deux bons arguments. Je pense un petit peu des deux. Effectivement, les marchés sont anesthésiés par la Banque Centrale Européenne. Par contre, en ce qui concerne la crise politique en Italie, oui, le gouvernement Conte tient. Pour l'instant, j'aurais tendance à dire, parce qu'il n'est pas du tout certain qu'il réussisse à passer l'année. Néanmoins, le marché accorde très peu de probabilité au fait qu'on ait des élections. On pourrait sans doute avoir un remaniement ministériel, un changement du chef de gouvernement. Mais pas de nouvelles élections, et c'est ça le scénario qui fait peur au marché. Tant qu'on reste dans du remaniement et dans le jeu politique, c'est de bonne guerre finalement. Ce qui ferait plus peur au marché sur l'Italie, c'est le moins de soutien de la part de la BCE. On n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais parce qu'on s'est dit qu'effectivement il y avait peu d'impact de la réunion de la Banque Centrale Européenne sur les marchés financiers. Il y a quand même un actif qui a pas mal baissé aujourd'hui. Ce sont les emprunts d'État italiens. On a une remontée de 7 points de base sur le 10 ans italien, qui passe de 62 à 69 points de base aujourd'hui. C'est un mouvement significatif qui montre effectivement toute la dépendance que peut avoir le marché du soutien de la BCE sur l'Italie. Bon. Le petit sujet italien, effectivement, qui n'a pas fait beaucoup de vagues jusqu'à présent, mais voilà, en regardant un peu les choses de près, effectivement, ça bouge, ça fait bouger un peu le marché de la dette italienne. Dans les sujets aussi d'actualité, il y a tout ce qui tourne autour du M&A. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des commentaires? Danone, un activiste au capital, Veolia Suez, c'est très compliqué. Couche-Tard Carrefour, est-ce que la porte est définitivement fermée? Vous en retenez quelque chose, Marc, de cette séquence-là autour d'opérations potentielles? L'intervention du politique dans ce genre de choses me laisse toujours un peu rêveur. Qu'effectivement, ils empêchent des OPA sur le nucléaire ou sur l'armement de pays étrangers, oui, c'est de bonne guerre.
Mais après, la distribution alimentaire, quand on sait que c'est Amazon qui de toute façon va tout bouffer, aller empêcher un Canadien d'aller acheter Carrefour. L'idée que les Canadiens allaient nous empêcher de manger, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu ça me bizarre. paraît pas. J'avoue que l'État sort quand même de son rôle. Vous êtes, avec la connaissance que vous avez quand même de la manière dont les affaires se font en France, vous êtes surpris du blocage politique? Ah oui, quand même. Ah oui, très surpris. Ouais. Ah bon? Ah oui. Ben, d'ailleurs, la bourse a été surprise aussi. Quand la rumeur est sortie, le cours de bourse, il a pris 20% immédiatement. Il attendait l'OPA. À partir du moment où on a vu Carrefour, premier employeur privé de France, on savait que c'était fini, non? Non, mais c'est pas... Quelqu'un qui va acheter Carrefour, il n'a pas de raison de virer plus de Français que quelqu'un... non, mais j'entends bien. Que les patrons français de Carrefour eux-mêmes. Je veux dire... Oui, par définition, normalement, ça doit être bien géré. Donc, voilà. C'est un métier qui n'est pas délocalisable. Donc, oui, un hypermarché, ils vont pas le mettre dans la pampa canadienne avec les caribous. Il faudra bien qu'il reste là. Et c'est définitivement fini cette histoire ou ça peut... Alors, ça révèle en tout cas, quoi qu'il en soit et quoi qu'il advienne, ça révèle une certaine sous-évaluation. Il y a eu d'autres rumeurs et d'autres tentatives sur d'autres valeurs la distribution non, dans la publicité. Il y a une rumeur un peu démentie sur Publicis, qui a indiqué également une certaine sous-évaluation, en tout cas du point de vue de ceux. Mais là, il y a des acteurs industriels ou financiers qui vont peut-être regarder les prix d'un peu plus. Voilà, donc on sent que ces valeurs, qui sont des valeurs plutôt qui avaient été oubliées dans l'euphorie boursière, eh bien aujourd'hui font l'objet d'intérêts financiers de la part d'investisseurs. Et l'opération Couche-Tard était quand même une opération qui était d'abord et avant tout, on a le sentiment financier. Les synergies existaient, mais enfin, elles étaient un petit peu là pour habiller le truc. C'était quand même une opération qui était très, très, très financière, et ça indique donc que ces liquidités qui sont disponibles aujourd'hui peuvent être investies dans des actifs qui sont jugés sous-évalués. Ça s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Régis Béguet, directeur de la gestion action de Lazare Frères Gestion. Marc Riez, le directeur général de VGAM. Et François Collet, qui nous accompagne également ce soir en visioconférence, gérant obligataire chez DNCA Investments. Merci à vous trois. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le thème c'est celui de la finance solidaire avec Frédéric Vigio qui me rejoint en plateau. À mes côtés, le fondateur de Mediatico. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Bonsoir Grégoire, merci. Oui, on en parle une fois par mois avec vous, enfin un peu plus, mais en tout cas vous êtes là une fois par mois pour parler de finance solidaire. L'économie sociale et solidaire a besoin de financement. Évidemment. Et donc c'est un peu votre mission, nous éclairer et défricher un peu le terrain des investissements possibles, potentiels, des idées d'investissement qu'on peut avoir en lien avec l'écosystème social et solidaire. Effectivement, c'est notre mission. Notre mission, c'est de faire découvrir les acteurs de l'économie sociale et solidaire, de les aider à montrer que leur modèle économique, effectivement, il fonctionne. Et là, ce mois-ci, en fait, on a repéré pas mal de petites levées de fonds, de petits acteurs de l'économie sociale et solidaire, quelques gros aussi, qui sont en train de chercher de l'argent. Alors, ça peut être sur des projets d'alimentation, ça peut être sur des projets de santé, ça peut être sur des projets d'épicerie en vrac, de la relocalisation industrielle aussi, on va le voir. Et ce sont beaucoup de projets qui ont du sens. Et je trouve que ça a un sens très particulier en ce moment au regard de la crise économique, sanitaire, sociale qu'on est en train de vivre. Parce que moi, en fait, j'y vois une assez bonne nouvelle dans cette crise en ce moment, c'est que c'est le signal du coup d'accélérateur pour la finance solidaire et participative. Pourquoi participative ? Parce qu'en fait, il y a pas mal des projets que j'ai repérés qui sont sur les plateformes de financement participatif en ce moment. Et donc, effectivement, ces plateformes, elles ont été très actives depuis le début de la crise, notamment au premier semestre 2020, elles ont apporté 320 millions d'euros de financement à l'économie. Alors, c'est 34% de plus que l'année d'avant sur la même période, donc ça compte déjà. Et puis, les chiffres du second semestre, quand ils tomberont là dans quelques semaines, évidemment, ils devraient confirmer cette tendance parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit démentie. C'est super bien, c'est génial, parce que ça démontre vraiment l'engagement des Français pour
tous ces projets d'économie sociale et solidaire autour de chez eux, sauf que c'est quand même, on peut le dire, une paille à l'échelle de l'économie française, à l'échelle du plan de relance de 100 milliards d'euros. Et évidemment, ce plan de relance, les plateformes de financement participatif, elles aimeraient bien pouvoir y contribuer. Pour l'instant, c'est pas possible. Bon, mais on voit les taux de progression effectivement très importants, 34% de progression sur le S1 2020 pour cette finance participative. Qui veut donc participer à la relance ? Comment veut-elle participer à la relance, la finance participative ? Alors c'est simple, on sait en ce moment qu'avec la crise, les entreprises ont besoin de renforcer leurs fonds propres, les entreprises, les TPE, les PME, les grandes, mais aussi évidemment les acteurs de l'économie sociale et solidaire, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a que les banques et les fonds d'investissement qui ont le droit, d'après Bercy, d'aller accorder ces 20 milliards d'euros qui sont fléchés pour renforcer les fonds propres des entreprises sous forme d'obligations ou sous forme de prêts. Alors, les plateformes de financement participatif, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent évidemment que ce serait légitime qu'on les associe à ce plan de relance parce que elles connaissent souvent bien voire très bien le tissu économique local ou régional, parce qu'elles sont proches des TPE, PME et des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et puis parce qu'elles sont capables d'analyser les projets des entreprises en amont, et puis aussi en aval d'aller chercher l'épargne des Français, d'aller collecter cette épargne des Français quand ils ont envie d'investir en direct dans l'économie locale autour de chez eux. Il manque juste une chose, c'est le feu vert de Bercy pour qu'on puisse apposer un tampon, un label France Relance sur certains projets qui seraient hébergés sur les plateforme de financement participatif. Bon, on verra effectivement si cette finance participative peut être labellisée dans le cadre de la relance française dans son ensemble. Si on revient concrètement là aux idées de terrain, qu'est-ce que vous avez pu repérer pour nous, Frédéric ? Alors, je vais vous parler en particulier de deux projets, un petit, un gros. On va commencer par le petit parce qu'il en faut pour tous les portefeuilles. Il n'y a pas de raison. Alors, le petit, il s'appelle Foodologique. C'est une start-up de l'économie sociale et solidaire. Elle est née en 2019 et en fait, elle a inventé une application numérique contre le gaspillage des légumes moches. Vous savez, les légumes qui sont tordus, les légumes ou les fruits d'ailleurs qui ont été abîmés par la grêle, ceux qui sont trop gros quand on a besoin de petits calibres ou inversement, mais qui sont tous bons à la consommation. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas de figure ? En général, les fruits et les légumes qui ne sont pas calibrés comme il faut, ils finissent à la poubelle. Résultat, il y a un énorme gaspillage alimentaire. C'est 10 millions de tonnes de gaspillage de produits alimentaires par an en France. 10 ça millions de représente tonnes. Quelle part du marché, ça ? Alors, je ne sais pas quelle part du marché. Ce que je sais, c'est qu'il y en a 50% qui viennent directement des fruits et légumes. Donc, il y a 5 millions de tonnes de fruits et légumes qui sont jetés juste parce qu'ils sont mal calibrés. Donc, ça, c'est insupportable à considérer. Et puis, il y a un deuxième élément qu'il faut savoir, c'est que quand on sait que 30% du gaspillage est établi au stade de la production. C'est pas dans l'assiette parce qu'on n'a pas fini son assiette. Non, c'est au stade de la production. Et quand on sait parallèlement que 30% des agriculteurs gagnent moins de 320 € par mois, on se dit que c'est pas possible. Il faut que ça change. On peut pas laisser perdurer un système comme celui-là. Qu'est-ce qu'ils proposent alors, Foodologique ? Alors, Foodologique, donc c'est un projet de 4 jeunes qui sont emmenés par Magali Duramé. Elle-même, elle est fille d'agriculteur. D'accord ? Donc, elle sait très bien de quoi elle parle. Ils ont créé une application pour mettre en relation les producteurs et les consommateurs. Donc concrètement, un producteur qui a 3 cagettes de tomates qui sont pas jolies mais qui sont comestibles, il va les mettre sur ce site internet. Et puis autour, dans la région, il y a des gens, il peut y avoir des consommateurs qui cherchent des tomates, il peut y avoir des restaurateurs qui cherchent des tomates, il peut y avoir aussi des collectivités locales pour la cantine de l'école d'à côté, qui cherchent des tomates. Et donc, on met en relation les producteurs et les consommateurs et ces produits ne sont pas gaspillés. Alors, Foodologique, ils ont préparé une augmentation de capital sous forme de bons de souscription d'actions, parce qu'ils sont en train de se développer, ils ont des grandes ambitions. Ils ont aussi préparé une super levée de fonds, sauf que là, il y a un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs, compte tenu du contexte économique, qui ne veulent plus y aller, ou en tous les cas pas maintenant. Ils se disent non, c'est trop tôt, on va reporter un petit peu la levée de fonds, et en l'occurrence, là, elle devait avoir lieu maintenant, en ce début d'année. Ils la reportent au mois de juin. Et en fait, 6 mois pour une petite start-up avec 4 emplois, bien sûr. En fait, ils sont en train de voir le mur arriver devant eux. C'est un gap compliqué à gérer. Absolument réagir. Alors, troisième piste de financement, puisque l'augmentation de capital et puis la levée de fonds, c'est pas pour tout de suite. Immédiatement, ils ont besoin de 5 000 € pour maintenir 2 emplois sur les 4 qu'ils ont créés dans leur structure. Ils ont besoin de garder les compétences à l'intérieur de la boîte, évidemment. Et donc, Foodologique lance une campagne de financement participatif sur zest.coop. C'est une plateforme éthique, locale, solidaire, filiale de la banque éthique La Nef. Et donc, vous pouvez aller chercher sur zest.coop le projet Foodologique. Pour
remettre au goût du jour les légumes et les fruits moches. C'est ça, effectivement. Mais je me demande s'il n'y avait même pas eu des campagnes. Oui, c'est un problème pour la grande distribution, gérer cette question du calibrage. Il y a d'autres structures qui font la même chose, bien sûr, parce que ce sont beaucoup de petits acteurs, mais ils sont tous complémentaires les uns des autres. Et donc, voilà, ils sont tous dans la même mouvance. Foodologique, l'autre projet, alors de taille un peu plus importante, Frédéric, que vous avez pu repérer pour nous? Oui, alors l'autre projet, il s'appelle Velcorex. C'est une PME du secteur textile. Ils sont en Alsace. Le PDG s'appelle Pierre Schmitt. En fait, c'est un ancien directeur du groupe textile DMC. Bien sûr. Qu'on connaît bien et qui était opposé il y a 20 ans déjà, donc ça date pas d'hier, mais il était opposé à la délocalisation du groupe en Allemagne et à la baisse de la qualité qui resterait produite en France. Donc il est parti, puis il a remonté un groupe. Et aujourd'hui, son groupe, il compte 150 salariés. Il a 4 usines avec des unités de production de viscose, de velours, de tweed. Et puis, surtout, une unité de production de fibres naturelles françaises pour le secteur de l'habillement. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en France, on est le premier producteur de lin au monde. Et donc lui, c'est ça qu'il a envie de travailler pour le secteur textile français, pour l'habillement. Alors son objectif, c'est bien de réhabiliter la filière textile en France et en particulier en Alsace, puisque c'est un Alsacien, évidemment. Et il veut maintenant réintégrer une activité, la dernière qu'il n'a pas encore réintégrée dans sa chaîne de production, c'est l'activité filature. Et pour réintégrer cette filière-là, évidemment, il a besoin de lever des fonds. Bien sûr. Et il a besoin de lever entre 1 et 3 millions d'euros. Ça va dépendre de ce que les investisseurs sont prêts à lui apporter. Par investisseur, ça veut dire que vous et moi, on peut mettre à partir de 100 euros et jusqu'à 300 000 euros par personne. Donc, vous voyez, la fourchette est quand même assez bien large. sûr. Ça s'adresse à pas mal de monde. Pour des tickets importants, Pour des tickets importants. Et c'est sous forme d'obligation. C'est une obligation que vous achetez. Son rendement, c'est 5%. Et le projet, il est en financement sur une autre plateforme de financement participatif qui s'appelle lita.co. Donc voilà, Velcorex sur lita.co. Bon, financement par la dette, lita.co. On a déjà parlé avec vous, je crois, Frédéric. Et d'ailleurs, alors... Le patron de Velcorex, on pourra tous lui parler la semaine prochaine, c'est ça, Frédéric? Parce qu'en fait, chez lita.co, ils font un truc qui est très sympa, ça s'appelle les canapitch. Ouais. Donc vous êtes chez vous dans votre canapé, voilà, parce que tout se passe sur Zoom en ce moment, voilà, sur les plateformes vidéo. Donc vous êtes dans votre canapé et vous écoutez le pitch des entrepreneurs qui sont en train de lever des fonds. Et donc vous rencontrez les investisseurs. Et la semaine prochaine, effectivement, on va voir donc Pierre Schmitt pour Velcorex, on va voir Arnaud Montebourg qui va nous parler de Made in France, on va voir aussi Carole Tawema qui a fondé une boîte qui s'appelle Carétique, qu'on suit depuis longtemps chez Mediatico. Ils font des produits de beauté à base de beurre de karité que Carole va chercher directement au Bénin sur les principes du commerce équitable. Donc voilà, c'est vraiment une boîte qui est très engagée, Carétique. Bon voilà, ces entrepreneurs-là, on les verra la semaine prochaine dans le Canapitch sur lita.co, jeudi 21 janvier à 18h. 28, c'est aujourd'hui le 21. 28 janvier. Le 28, et là on peut s'inscrire, tout le monde peut participer. Absolument, vous pouvez participer. Très bien, lita.co pour Canapitch la semaine prochaine, le jeudi 28 janvier. On s'arrêtera là pour ce soir. On reparlera de lita.co parce qu'ils ont plein de projets, c'est une plateforme. Ils sont très innovants, c'est ça. Ils sont en train d'innover, ils sont en train de lancer une application qui s'appelle Rift, qui va être un petit peu le Yuka de la finance. Vous savez, quand on scanne le code barre des aliments dans les supermarchés, Rift, le principe c'est le même pour les produits financiers. Oui, votre épargne, vos livrets A, votre assurance vie, pour que ça corresponde à vos valeurs. Donc on en reparlera. Il n'y a pas assez de verre, il y a trop de carbone, il n'y a pas assez de solidarité. Très bien. Et puis surtout, on ne sait pas ce que notre banquier fait de notre argent. Clairement. On met ça sur notre compte épargne et puis lui, il le fait travailler. Nous, on ne sait absolument pas où cet argent est investi. On est en aveugle. Et en réalité, il faut absolument qu'on sache où va notre argent. C'est important. Bien sûr, faire déjà le scan de ce qu'on a en banque, en portefeuille et ce qu'il y a dedans, de la composition effectivement de notre épargne. On parlera de ça la prochaine fois, Frédéric. On vous retrouve une fois par mois dans Smart Bourse sur Bismart. Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, qui nous parle donc de finance solidaire, d'économie sociale et solidaire, une fois par mois dans l'émission. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.